Alors, parler en fait security challenge. D'abord, il faut savoir que dans le monde des applications, alors traditionnellement, il y a les applications monolithiques et les applications, les architectures microservices. Alors, généralement, quand il s'agit d'une application monolithe, une simple application, une grande application monolithe, en fait, la sécurité est plutôt classique. Donc, on va voir, généralement, on peut sécuriser facilement l'application en utilisant, en fait, l'authentification basée sur les sessions et les cookies. Donc, ça, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais par contre, quand on est dans des systèmes relativement plus complexes, c'est le cas, dans lesquels vous avez donc le backend, c'est un ensemble de microservices, par exemple. Ça peut être des microservices, des REST API ou d'autres types d'API. Il y a des brokers comme Kafka, comme RabbitMQ. Et après, il y a des gateways. Ensuite, après, par la suite, il y a des front-end. Il y a des single page applications, il y a des applications mobiles. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Et après, quand on a des architectures comme c'est là, ce qui est maintenant plutôt, c'est ce qui est plutôt donc classique, ce qui est utilisé au niveau professionnel. Dans ce cas-là, donc, la sécurité, donc la manière avec laquelle on sécurise nos applications, forcément utiliser d'autres techniques, on va voir, justement, qui sont basées souvent sur des tokens. Et à ce niveau-là, donc, la meilleure façon, c'est de respecter des standards. Et parmi les standards, bien sûr, il y a O2, OpenID Connect, et en utilisant des tokens comme JWT, JSON Web Token, dont j'aurai l'occasion de parler. Alors d'abord, donc ça c'est juste dire que quand on est dans une application monolithe, bon, c'est simple. La sécurité généralement, c'est les sessions et les cookies, ça peut parce qu'il s'agit d'une seule application. Mais quand il s'agit des microservices, des architectures distribuées, donc là il va falloir utiliser d'autres techniques. Alors c'est la raison pour laquelle donc je vais parler d'abord des deux types d'authentification. Donc ça c'est toujours aussi dans la phase de rappel. Alors, vous avez donc, il y a deux types d'authentification. Il y a l'authentification stateful, dans laquelle les données de la session sont enregistrées côté serveur. Donc, c'est-à-dire, une fois qu'on est authentifié, c'est le serveur qui va enregistrer la session, dans laquelle il va placer en fait, les informations sur l'identité de l'utilisateur. Et après, il y a l'authentification stateless, dans laquelle les données de la session sont enregistrées côté client en utilisant un jeton d'authentification, ce qu'on appelle un token. C'est principalement, dans la majorité des cas, c'est JWT dont on va parler. Alors, pour vous expliquer la différence en fait entre ces deux modèles, donc voilà, donc ici, d'une manière générale, vous avez dans l'authentification stateful, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez un client qui envoie une requête vers le serveur. Généralement, on a besoin de saisir username et le mot de passe. Souvent, le serveur, il va vers la base de données pour chercher l'identité de l'utilisateur. Ben, il va récupérer donc username, password et les rôles de l'utilisateur. Donc ensuite, on a besoin de faire en fait vérifier le mot de passe, vérifier si le mot de passe qui est stocké dans la base de données, si c'est le même qui est stocké, si c'est par l'utilisateur. Alors si c'est le cas, ben, le serveur il va créer une session, c'est-à-dire dans la mémoire du serveur, ben, il va créer une session, c'est un objet dans lequel il va placer un certain nombre d'informations alors, en fait, les sessions, généralement, c'est un tableau, c'est une collection de type map souvent, dans laquelle on trouve la clé et la valeur, key value. Bon, la clé, généralement, c'est le session ID, parce qu'à chaque fois qu'il crée une session, il va générer un session ID. Généralement, le session ID qui est généré, c'est un identifiant, c'est un UUID, c'est un identifiant qui est unique. Il est généré de façon à ce qu'il soit unique. Bon, ça, c'est-à-dire, on ne peut pas avoir de numéros de session qui sont les mêmes. Et bien sûr, donc, la session, c'est un objet dans lequel on va placer les informations sur l'utilisateur, comme son username, comme son rôle, et également d'autres informations, comme par exemple, voilà, donc username, les rôles de l'utilisateur, et surtout pas le mot de passe, parce que le mot de passe, en fait, on ne le stocke pas dans la session. Donc, le mot de passe, il va servir uniquement pour vérifier, c'est bien sûr le mot de passe qui est dans la base de données, il est le même qui est saisi par l'utilisateur. Et du coup, donc, on va se retrouver dans une session. Donc, on va se retrouver dans une session, dans une session
un objet session dans lequel on va placer l'identité de l'utilisateur. Donc ici, donc, principalement username et ses rôles. Et après, par la suite, vous avez un session ID. Alors, comme je disais, donc le session ID, c'est un identifiant qui est unique. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas deviner le numéro on peut pas deviner le numéro de la session, par exemple, prochaine. Donc, il est généré aléatoirement en fonction de la date système, etc. En fait, ça, c'est tout simplement les UUID. Et après, par la suite, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le serveur va envoyer au client le numéro de la session. Alors, sous forme d'un cookie. Donc, la session, il se trouve côté serveur et le serveur va envoyer au browser le session ID et se forme d'un cookie. Et du coup, donc, le browser, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va prendre ce session ID, il va le stocker dans les cookies. Et du coup, donc, on peut dire que l'utilisateur, il est authentifié. Donc, il est authentifié. Ben, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît en fait que son session ID, c'est-à-dire qu'il n'a pas sa session, alors que la session, elle est stockée côté serveur. Alors, ce qui fait que à chaque fois que l'utilisateur veut envoyer une requête vers le serveur, par exemple, il envoie un poste pour effectuer une opération, comme par exemple un virement bancaire. Alors, du moment que la requête va vers le serveur, à chaque fois, on envoie les cookies, c'est-à-dire à chaque fois, l'utilisateur envoie dans la requête le session ID, le numéro de la session. Alors, ce numéro de la session, bien sûr, une fois qu'il est récupéré côté serveur, ben, le serveur, il va vérifier dans les sessions, est-ce que cette session, il est là? Bon, il est là. Donc, du moment qu'il retrouve le numéro de la session, il peut savoir qu'il s'agit de tel username. Il peut savoir quels sont ses rôles, c'est-à-dire, et après, il va savoir est-ce que cet utilisateur a le droit d'effectuer cette opération. Donc, une fois qu'il a le droit d'effectuer cette opération, donc il peut, donc ça c'est la partie authorization check. Donc, il va vérifier les autorisations, c'est-à-dire si avec ses rôles, est-ce que l'utilisateur a le droit de faire cette opération? Si c'est le cas, ben, il envoie une requête HTTP. Si c'est pas le cas, il va envoyer donc un code d'erreur, notamment 403, c'est-à-dire on n'est pas autorisé à effectuer l'opération. C'est-à-dire on est authentifié, mais on n'a pas le droit avec ces rôles, on n'a pas le droit d'accéder à la ressource. Alors ça c'est sans trop tarder là-dessus, donc ça c'est le classique, c'est ce qui existait depuis très longtemps, c'est l'authentification basée sur stateful. Donc c'est-à-dire que la session elle est stockée côté serveur alors qu'en fait, le client, lui, il reçoit que le numéro de la session, c'est-à-dire la référence vers sa session. Alors ça marche pour la session, en fait, l'authentification basée sur les sessions et les cookies, c'est-à-dire l'authentification stateful. C'est classique, ça marche pour les applications monolithiques d'une manière générale, et surtout pour les applications, on va dire, dites server-side, c'est-à-dire les applications dont le rendu HTML est généré côté serveur. Quand on utilise un moteur de template qui génère du code HTML côté serveur, bon, ça, c'est ce qu'on peut utiliser, donc ça marche, il n'y a pas de souci généralement. Alors que dans d'autres cas, où par exemple, quand vous utilisez des REST, c'est-à-dire un backend qui est basé sur des microservices ou bien des API RESTful, alors dans ce cas-là, ce mécanisme-là n'est pas pratique. Si vous avez des applications mobiles et des applications single page application, par exemple avec React ou bien Angular. Donc, ce mécanisme d'authentification ne marche pas, n'est pas, si vous voulez, approprié. Alors, c'est la raison pour laquelle donc, il y a l'authentification stateless. Alors, dans l'authentification stateless, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'utilisateur, le client, il va toujours saisir son username et son mot de passe. Le serveur va chercher dans la base de données si l'utilisateur, c'est-à-dire il va chercher si l'utilisateur existe dans la base de données, il va récupérer username, le mot de passe et les rôles, il va vérifier le mot de passe. Une fois que le mot de passe est bon, bah, qu'est-ce qu'il fait? Cette fois-ci, il ne va pas créer la session, mais il va générer ce qu'on appelle un token. Bon, il va générer un token. Un token, c'est une chaîne de caractères dans laquelle il va placer la session de l'utilisateur. C'est-à-dire dans le token, dans cette chaîne de caractères, il va mettre username, les rôles, il va mettre toutes les informations sur l'identité de l'utilisateur dont on a besoin au niveau de la session. Et en plus de cela, on va voir que généralement, parmi les tokens qu'on utilise, les plus populaires, c'est JWT, JSON Web Token. Et dans un token comme JWT, donc ce token-là, il possède une signature numérique, c'est-à-dire on va le signer numériquement, donc on va lui calculer une signature qui va nous garantir que ce token ne peut pas être modifié. C'est-à-dire quand il sera modifié quelque part, ben, on peut le savoir facilement. Donc ça c'est le rôle de la signature.
Alors, tout à l'heure, je vais revenir sur ça quand je vais rappeler le concept de JWT. Donc, vous voyez ici, donc, on ne va rien stocker côté serveur, on va générer ce token. Ben, ce token, maintenant, on envoie dans la réponse HTTP, donc ce token-là, c'est JWT. Et après, côté client, ce token se vend, si c'est des applications single page application ou bien des applications mobiles, on peut le stocker quelque part, soit dans le contexte de l'application, soit en local storage, par exemple, pour quelques cas. Et une fois qu'il est stocké dans le contexte de l'application, c'est-à-dire finalement la session de l'utilisateur, c'est le JWT. C'est-à-dire toutes les informations qui concernent username, les rôles et tout son adresse mail peut-être et d'autres informations. Donc, ils sont stockés dans le JWT. Et donc, ce JWT, c'est lui qui représente la session de l'utilisateur. Donc, il n'est pas stocké côté serveur, mais il est délivré au client. Et après, c'est le client qui devrait se charger de l'enregistrer quelque part. Donc, c'est comme si je vous donne une carte d'accès. Donc, je vous donne une carte d'accès. Et après, cette carte d'accès, par exemple, c'est à vous de la mettre quelque part, de la sécuriser, de la mettre quelque part, de façon à ce que à chaque fois vous voulez accéder à l'application, ben, il faut envoyer tout simplement une requête HTTP. Généralement, on envoie des requêtes HTTP dans lesquelles on trouve un header authorization dans lequel on précise le JWT, c'est-à-dire le token. Donc, à chaque fois que j'envoie la requête, il faut envoyer ce token-là et vers le serveur. Alors maintenant, côté serveur, donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va récupérer ce token. Bon, la première des choses, il va vérifier, il faut d'abord savoir si on peut lui faire confiance. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, tout simplement grâce à la signature numérique. Donc, il va vérifier d'abord la signature. Il va vérifier si donc la signature de ce token-là c'est la même. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure que la signature, on va le voir tout à l'heure, il est calculé en utilisant un secret. Donc, souvent, il y a deux clés. Il y a une clé privée, une clé publique. Généralement, on utilise une clé privée, une clé publique pour calculer la signature. Mais après, pour vérifier la signature, souvent, on a besoin juste de connaître la clé publique. Donc, si on a la clé publique, on peut vérifier si la signature est bonne. Une fois que la signature est bonne, donc à partir de ce JWT, ben, on peut récupérer donc les données de la session, c'est-à-dire on peut récupérer username, les rôles et d'autres informations. Et avec ça, on peut tout simplement ouvrir la session de l'utilisateur, c'est-à-dire à partir de ce JWT, donc on ouvre la session, c'est-à-dire on peut savoir si l'utilisateur, qui est l'utilisateur, son identité, ses rôles, etc. Donc on peut savoir donc ces informations à partir du JWT. Et après, par la suite, donc, et on peut savoir si l'utilisateur a le droit d'effectuer l'opération. Alors, s'il a le droit d'effectuer l'opération, on le laisse, sinon, on va générer un code d'erreur. Donc, vous voyez ici, ce sont deux modes d'authentification. Donc, ça, c'est juste un rappel parce que je ne veux pas rester là-dessus, ce n'est pas l'objectif. Mais dites-vous, donc bien sûr, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir ça, dans ma chaîne vidéo, donc je parle c'est-à-dire de ces modes d'authentification avec plus de détails, mais généralement, c'est pas compliqué. Donc, il faut juste dire que vous avez deux façons d'authentifier l'utilisateur. Il y a l'authentification stateless et l'authentification stateful et stateless. Stateful, la session est stockée côté serveur. Euh, donc, et après, le client reçoit que le numéro de la session sous forme d'un cookie, alors que l'authentification stateless, c'est que la session est stockée dans un token. On va dire, c'est un jeton d'authentification. Et après, ce token, il est délivré au client. C'est-à-dire, si le client reçoit son token, et à chaque fois qu'il va envoyer la requête, il envoie il envoie ce token-là. Et c'est grâce à ce token-là, donc, on peut savoir côté serveur, ben, tout simplement, c'est l'utilisateur a le droit d'effectuer l'opération ou pas. Bon, l'avantage ici, c'est que le serveur qui va faire l'authentification, c'est-à-dire le serveur qui va faire l'authentification, ça c'est la partie authentification. Donc, ça peut être un microservice, un serveur à part. Et après, cette opération, par exemple, cette requête-là, elle peut être destinée à un autre service. C'est-à-dire ici, on peut être dans des systèmes distribués, c'est-à-dire on va vers un serveur qui va m'authentifier, mais une fois que je suis authentifié, avec ça, je peux accéder à d'autres services qui sont distribués, tout simplement grâce à ce JWT. Mais à chaque fois, je dois présenter ma carte, soi-disant d'identité, pour ce token-là qui va permettre d'identifier l'utilisateur.